essentiel. Oui, c'est une équipe d'Égypte qui a su faire parler son expérience dans cette rencontre. Qui a su faire parler son expérience, je le disais, dans ce match-là. Réduit à 10 dès la première période. On a vu que durant les 45 secondes, 45 minutes de la seconde période, ils ont su faire le dos rond et faire parler dans cette expérience-là pour au final consacrer cette victoire qui leur ouvre la porte de la qualification pour le second tour. On a vu Mohamed Salah tirer à langue en seconde période, mais le mec a répondu présent lorsqu'il fallait mettre ce penalty-là et c'est ce qu'on peut retenir de son match. Oui, c'est un joueur d'expérience, le capitaine de cette équipe-là. Et en tant que tel, il doit pouvoir justement assumer ce statut-là dans les moments compliqués, dans les moments clés de la rencontre. Ça va être ce joueur clutch-là, capable de faire pencher la balance pour le compte de son équipe. Il a fait lors de la première rencontre. Il a encore fait cet après-midi sur ce penalty qui leur offre l'unique but de la rencontre. Et je pense qu'il ne pouvait pas mieux assumer son rôle que ce qu'il a fait cet après-midi-là. Et je pense que cette qualification pour le second tour, l'Égypte la lui doit aussi. Yvan, parlons cette fois-ci des Lions indomptables du Cameroun qui se sont imposés avant-hier. C'était face à l'équipe du Gabon. Les Lions étaient très attendus au rebond dans cette compétition et ils l'ont plutôt bien débuté à travers cette victoire 1-0, but inscrit par Karl Etaeyong sur une passe décisive de Brian Bemo. Yvan, j'ai envie qu'on évoque vraiment de fond en comble cette rencontre. Mais commençons d'abord par un constat clair. Le 57e au classement FIFA est imposé face au 78e. On a envie de dire que c'est une victoire logique et ordinaire de l'équipe du Cameroun. Oui, c'est une équipe logique. Ceci pour plusieurs raisons. Tu as évoqué le classement FIFA. Il y a 20 classes d'écart entre les deux équipes. Et déjà, en tant que tel, le Cameroun se devait justement de respecter, ou d'assumer son rang dans cette rencontre-là. Au-delà de ça, c'est une équipe du Cameroun qui arrivait quand même avec beaucoup d'arguments, que ce soit individuellement ou collectivement. Et donc, au final, on va dire que c'est une victoire qui n'a rien de surprenant, qui n'a rien d'extraordinaire. Le Cameroun se devait minimalement d'assurer ce minimum syndical-là face au Gabon. Ça a été fait 1-0. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'extasier. La victoire, elle est belle, elle nous permet d'avoir 3 points et d'entamer la compétition au sud de belles auspices. Mais je pense qu'au-delà de ça, on doit savoir rester mesuré, ne pas s'extasier parce que il y a véritablement rien d'extraordinaire autour de cette victoire-là en dehors des 3 Yvan, il n'y a rien d'extraordinaire, tu l'as déjà bien souligné. Mais il faut quand même se dire que lorsqu'on a vu le 11 entrant aligné par David Pagou, c'était un 11 qui était inédit, on l'a dit, mais on est quand même tous d'accord que personne n'a été assez serein au regard de ce 11 entrant aligné par David Pagou et qu'il y a même eu un peu de doute à un moment dans nos esprits. Oui, effectivement, c'était un 11 entrant qui était osé, qui était expérimental parce que dans ce 11 qui a démarré, il y en avait 7 ou 8, je crois, qui n'avaient jamais disputé un match de Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des novices qui découvraient la sélection et faire le grand bain dans un match officiel en Coupe d'Afrique des Nations comme celui-là, dans une rencontre qui compte. C'était assez osé de la part de David Pagou. Tu as raison de le souligner. Cela ne nourrissait pas de notre part un certain optimisme. Étant donné tous les éléments à caractère expérimental et inédit qu'il y avait autour de cette composition de départ là, mais finalement l'équipe a pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, engranger les 3 points et c'était le plus important. On parlera peut-être du contenu tout à l'heure parce qu'au-delà justement du résultat, il n'y a pas véritablement à se satisfaire d'après la copie qu'a rendue cette équipe du Cameroun durant cette rencontre. Yvan, David Pagou a annoncé la rupture en conférence de presse de veille de match. Et on l'a bien vu au niveau des choix tactiques qui ont été opérés. Il avait déjà annoncé les couleurs à travers le groupe qui a été composé, parce qu'il faut le dire, c'est un groupe qui est presque quasi totalement différent de celui auquel les Camerounais s'attendaient avec beaucoup de nouveaux joueurs. C'est une rupture qui a été pleinement assumée au niveau des choix tactiques, en plus du choix des hommes. Oui, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. Une fois que la liste est sortie, il était obligé de l'assumer, parce que ne pas l'assumer voudrait dire que ce n'est pas lui qui a composé ce groupe-là qui a appelé à participer à la CAN. Il est obligé de l'assumer.
Et il a fait à sa manière dans le discours. Après, lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Lorsque vous avez une liste sous la main des joueurs dont vous avez porté la signature sur la liste, vous êtes obligé de puiser à l'intérieur pour pouvoir composer le 11 qui va débuter à chaque rencontre. C'est simplement ce qu'il a fait dans cette rencontre-là. Mais je pense que dans une Coupe d'Afrique des Nations, on vient pour jouer minimalement 3 matchs, même si on est éliminé au premier tour. On va jouer au moins 3 matchs. Il n'y a aucune conclusion qui puisse être tirée dans une compétition où on a appelé à jouer maximum 7 matchs, minimum 3 matchs, après seulement la première rencontre-là. Donc je pense que, étant donné tous ces éléments-là, il n'y a pas de raison que côté Cameroun, que ce soit dans le sens positif ou négatif, qu'on tire une quelconque conclusion de façon définitive au regard de cette première sortie-là. C'est une équipe qui sera attendue de plus en plus. On a franchi le premier palier avec le Gabon. Le néo-disputé va monter avec la Côte d'Ivoire. On en évoquera les éléments, les forces en présence tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas à s'extasier sur cette rencontre-là. David Pagou ne peut pas se défiler beaucoup plus que ça parce que il a hérité d'une équipe dans un contexte qu'il connaissait. Il connaissait le contexte et il a fait les choix qu'il a fait. On va le juger à l'aune justement des choix qui vont être faits. Il va être jugé simplement comme le maçon au pied du mur. Le maçon sera donc jugé au pied du mur. Effectivement, tu l'as dit, tu l'as souligné, mon cher Yvan. Alors, allons un peu dans l'analyse concrètement de cette rencontre-là, compartiment par compartiment. Voilà, David Sepassi, il a fait le job hier, on l'a souligné, ça a été vu. Mais restons un peu sur la défense, une défense à 3 et parfois à 5 en phase défensive. Comment est-ce que toi tu as trouvé cette salière centrale composée de Koto dans l'axe, à sa droite chez Malone et à sa gauche Notolo le capitaine? Alors c'est une équipe, c'est une charnière centrale qui a été à l'image un peu du Cameroun avec 20-25 premières minutes correctes. On a vu de l'intensité, de l'engagement, où l'équipe était relativement concentrée, où je dirais l'équipe a mis l'essentiel de ce qu'elle pouvait faire dans ce match-là sur les 25 premières minutes. Après, sur le reste de la rencontre, c'est-à-dire que les 65 autres minutes, y compris les arrêts de jeu, on a vu une équipe dubitative, une équipe balbutiante. Et je pense que sur la seconde période, on l'a vu, une défense qui a multiplié les erreurs. On a offert beaucoup de ballons intéressants dans cette attaque du Gabon, qui malheureusement n'en a pas profité, heureusement pour nous. Donc c'était une équipe, une défense expérimentale à l'image de l'équipe. C'était un choix osé de la part de David Pagou de jouer avec une défense à 3. On sait que des systèmes qui privilégient le rôle des pistons sont des systèmes qui sont assez exigeants sur le plan tactique, notamment de la discipline tactique. Or, avec une équipe expérimentale, ce n'est pas toujours aisé et on l'a très bien vu sur ce match-là qu'après les 20 premières minutes, c'est une équipe qui a commencé à douter. On verra ce que ça donnera sur le prochain match, mais sur cette première partie ou sur cette entame de compétition aussi, pour moi ça a été du mi-figue mi-raisin. Yvan, avant de parler du milieu de terrain ou alors des milieux de terrain, restons d'abord sur une individualité au niveau de la défense, c'est Notolo. On l'a vu enfiler le costume de capitaine, se mettre dans la peau du vrai capitaine, au-delà du brassard, de la petite étoffe qu'il avait sur son bras. On a vu beaucoup de fighting spirit en lui, on a vu beaucoup d'engagement, ça c'est à son habitude. Mais là, on avait un peu le sentiment que, en plus d'avoir été donc promu comme capitaine, il y a quelque chose que cela a apporté, bien entendu, dans son attitude, dans son langage corporel et même dans son rendement sur le terrain. Oui, on sait que nous, Tolo, c'est un des joueurs qui, côté Cameroun, à qui on peut rarement reprocher le manque d'engagement. Il ne triche jamais. Voilà, lui, il triche jamais. C'est un mec qui donne toujours tout, ne serait-ce qu'en termes d'implication. Après, un match nécessite, en termes de contenu, beaucoup plus d'éléments là. Mais tu as raison de le souligner. Le fait qu'il soit un peu ce joueur-là qui, en termes d'état d'esprit, apporte souvent ce supplément d'âme-là. Être dans la peau du capitaine l'obligeait quelque part aussi à pouvoir tirer ses autres coéquipiers vers l'avant, à faire montre davantage de ce fighting spirit-là et à les contaminer, si je puis m'exprimer ainsi, à apporter ce supplément d'âme sur le plan psychologique-là. Et je pense que sur cette rencontre-là, il a plutôt bien fait. Il y a des jeunes égyptiens, je sais pas, et marocains qui sont autour de nous. Je ne sais pas s'ils veulent dire quelque chose. Bonsoir, vous voulez dire quelque chose? On a 4 secondes. Après, on va partir. Merci. Merci beaucoup. Merci. On les a entendus. Elles sont les supporters d'Égypte qui étaient là pour soutenir leur équipe. Ils sont marocains pour certains et égyptiens pour d'autres. Ils étaient là pour donner de la voix pour les pharaons qui ont donc remporté cette rencontre. Et là, on entend qu'ils sont super fans
de l'équipe du Cameroun. Mais Yvan, avançons dans notre échange lié à cette équipe du Cameroun ce soir. Alors, on a vu un milieu de terrain composé de 2 joueurs d'abord. Un peu plus bas, enfin Baliba était un peu plus bas que les autres, mais juste devant lui, oh là là, on a vu le contrat du direct, hein. Nos amis nous font pas trop de faveur ici ce soir. Alors j'aimerais qu'on parle de ce milieu de terrain, Yvan, avec Carlos Baliba d'abord en sentinelle, et juste devant lui, on a eu Arthur Avom et Dani Namasso. C'est un milieu de terrain plutôt, j'ai envie de dire, cohérent, même si tout n'a pas été fait dans l'animation de cette phase de jeu. Disons qu'en termes de profil, c'était 3 joueurs qui étaient plutôt complémentaires. Carlos Baliba en sentinelle, capable d'apporter cette assurance-là sur les sorties de balles et de mettre cet impact-là dans le volume de jeu. À côté de lui, tu as Avom qui est un peu à cheval. Tu as Avom qui est un peu entre deux, d'après les profils alignés dans ce milieu de terrain, en association avec Dani Namasso. Donc c'est un choix de la part de David Bagou qui me semblait être un choix cohérent. Le choix de la jeunesse, ce sont 3 joueurs jeunes, moins de 25 ans. Pour moins de 23 ans d'ailleurs pour Arthur Avom et Carlos Baliba et Namasso qui est aussi relativement jeune comme les 2 autres. Après, en dehors de la jeunesse, on a vu que c'est une équipe, c'est un trio au niveau du milieu de terrain qui a montré quand même quelques largesses, quelques limites, notamment dans la discipline tactique. Je notais tout à l'heure la discipline dont il faut être pour pouvoir évoluer de façon conséquente et efficiente dans un système à 3 défenseurs qui nécessite un jeu sur les pistons. On a vu que ce soit Baliba ou Avom ont parfois eu du mal justement à faire des couvertures lorsque les pistons étaient montés offensivement, sur le plan offensif. Et donc c'était aussi un risque comme ça d'aligner ces 3-là au milieu qui en termes d'expérience n'ont pas beaucoup d'expérience, qui en termes de choix tactique n'ont pas souvent évolué dans une dispositif tactique pareil que celui dans lequel il était amené à évoluer face au Gabon là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, David Bagou était obligé de faire des choix et d'assumer les choix qu'il a fait. Et donc j'espère que les leçons, il pourra les tirer au terme de ce match-là et qui pourront nous servir un 11 de meilleure facture dans l'animation, dans la cohésion collective sur le match face à la Côte d'Ivoire. Yvan, j'aimerais qu'on s'arrête sur un élément clé de cette entrevue des Lions indomptables du Cameroun dans cette rencontre-là. C'est Dani Namasso. On a vu un Dani Namasso un peu taille patron, ce soir-là j'ai envie de dire offensivement surtout, mais qui aussi ne réchignait pas aux tâches défensives quelquefois quand il le fallait. C'est un joueur qu'on a connu déjà sous Marc Brice, qui avait déjà disputé 5 rencontres, avait fait 5 apparitions sous Marc Brice, et là il a enfilé le costume de titulaire comme milieu offensif. Il a été pour ma part clairement rafraîchissant pour l'équipe camerounaise. Comment est-ce que toi tu l'as trouvé, Dani Namasso, sur ce match-là? Je l'ai trouvé intéressant, surtout sur le plan de l'attitude. Je l'ai trouvé libéré. Ce n'est pas facile pour ces joueurs qu'on qualifie souvent de binationaux. On sait que le maillot de l'équipe nationale est un maillot qui est assez lourd à porter. C'était pas ses débuts à l'équipe nationale du Cameroun. On a peut-être tendance à dire que le fait d'avoir fait ses débuts sous Marc Brice dans ces 5 matchs que tu évoques là peut-être aider à faire la transition en termes de pression, et que sur ce match en Coupe d'Afrique des Nations face au Gabon, il avait beaucoup plus d'étoffe et qu'il a mieux assumé cette pression-là. Après ses qualités individuelles, nous qui les suivons au quotidien, chaque semaine, on les connaît plus ou moins. Je n'ai pas été surpris de cette touche technique-là qu'il a apportée au niveau du milieu de terrain, mais j'ai surtout noté son engagement, son implication, sa détermination, que ce soit dans les 2 parties du terrain, offensivement ou défensivement. On a vu qu'il était présent, et c'est probablement celui qui a été le joueur clé dans cette équipe du Cameroun dans ce 11 entrant. Parlons cette fois-ci, Yvan, du compartiment de l'attaque, et j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur un duo qui a été décisif dans cette rencontre-là. C'est le duo Bryan Mbeumo, Karl Itayeyon. Le premier a été passeur décisif, le second a été buteur dès la 6e minute de la rencontre. C'est vrai, on sortira peut-être par là en essayant de faire le constat sur l'impact de ce but marqué très tôt sur l'issue de la rencontre, mais restons d'abord sur ces 2 hommes, sur ce duo-là, Karl Itayeyon et Bryan Mbeumo. Ils ont montré d'entrée de jeu qu'ils allaient être très dangereux pour la défense gabonaise, avec leurs appels tranchants dans le dos de la défense.
Comment est-ce que toi, tu as vécu le match de ces deux garçons? Ils ont été intéressants sur les 20 premières minutes. Un peu à l'image, c'est vrai qu'on se répète, mais malheureusement, c'est ce qui résume un peu cette copie du Cameroun face au Gabon, où on a eu 20-25 premières minutes très intéressantes. Et après, par la suite, une équipe qui a piqué du nez. Et je pense que justement, ce tandem-là, Mbeumo, Eta symbolise également cela. Ils se sont beaucoup trouvés sur les premières minutes de la rencontre. Je pense que le but que Eta marque sur une passe de Bryan Mbeumo au début de la rencontre, un peu symptomatique justement de cela. Ça fait peut-être partie des circuits que le Cameroun devra répéter et qui pourront peut-être faire le bonheur du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Bryan Mbeumo dans un rôle un peu plus libéré. Tchama 2 prenant beaucoup plus la profondeur en attaque. Ça l'a mené à repiquer un peu plus à l'intérieur, dans le cœur de jeu, il touchait un peu plus de ballon. Il n'a pas beaucoup trouvé Taillon malheureusement sur la seconde partie du match là, mais sur les quelques fois où ils se sont trouvés durant la première période en début de match, ça a été intéressant et j'espère que pour la suite de la compétition, ça fait partie des cycles de jeu que Daoud Pagou et son équipe vont pouvoir travailler à l'entraînement et qu'on va pouvoir répéter les gammes et nous servir davantage de situations de jeu comme ça a été le cas face au Gabon. Yvan, en attendant que la technique nous prépare peut-être une petite transition avant d'aborder le deuxième sujet à l'ordre du jour, restons un peu sur Khalid Taillon. On l'avait trouvé un peu en dedans sous Marc Brice. Là, on a vu un joueur plutôt libéré qui, sur une titularisation avec Pagou, réussit à inscrire un but. C'est vrai qu'il a formé un duo plutôt correct avec Bryan Mbeumo hier, tu l'as d'ailleurs souligné. Mais est-ce que tu as vu un joueur plutôt davantage libéré encore hier dans cette rencontre face au Gabon avant-hier? Oui, un peu plus. Mais je pense que, comme je le disais pour Dani Namazo tout à l'heure, je pense que ça tient aussi pour Eta Ayon qui, je crois, a fait 3 sélections. Je crois 3 ou 4 matchs avec Marc Brice. C'est un joueur qui est relativement jeune. Et je pense que cette période-là, avec Marc Brice, lui a servi d'adaptation. Et donc, rendu à cette Coupe d'Afrique des Nations, il est dans une équipe qu'il connaît, avec des joueurs qu'il connaît beaucoup mieux. Et donc, qui joue un peu plus libéré. Maintenant, en termes d'implication, je l'ai trouvé un peu plus impliqué que ça n'avait été le cas lors de ses premiers match sous Marc Brice. Maintenant, sur ses qualités individuelles et son apport dans l'équipe, je le trouve techniquement un peu limité. Tactiquement, je trouve qu'il a aussi beaucoup de carences. Maintenant, il a un profil de baroudeur qui peut nous aider dans la bataille. Aladip També Aladip També, un peu comme Aladip També en 2017, de baroudeur qui peut nous aider dans l'abattage défensif sur le plan offensif, dans le pressing. Je pense que si dans les matchs il ne réussit pas à marquer comme ça a été le cas face au Gabon, il pourra nous aider dans une autre configuration. Mais pour revenir à ta question, je l'ai senti un peu plus libéré et j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. Est-ce que cela n'est pas lié aussi au fait que les cadres soient redistribués aujourd'hui avec un nouveau sélectionneur? Oui, ça peut être une explication parce que quand vous avez Vincent Baka dans vos pattes avec toute l'expérience qu'on lui connaît, il arrivait dans une posture où Vincent Baka était le meilleur buteur sur l'entraîneur, le sélectionneur de l'époque. Forcément, c'est une pression supplémentaire quand vous avez à être en concurrence avec un monument de la sélection nationale comme Vincent Baka. Aujourd'hui, il n'y a plus le poids de la présence de Vincent Baka et donc ça peut le délester un peu d'une certaine pression. Il peut se sentir beaucoup plus à l'aise et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Il va cette fois-ci s'intéresser à la deuxième thématique de cette soirée qui est liée à cette rencontre qui arrive face à l'équipe de Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont aussi bien débuté leur compétition par une victoire 1-0 face à l'équipe du Mozambique. Rien n'aura été facile pour ces éléphants-là, mais on a envie de dire que pour un début de compétition, il faut toujours commencer par une bonne ou alors une belle note. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ce but de Amad Diallo. Yvan, il y a ce match qui arrive donc face à cette équipe de Côte d'Ivoire-là. C'est un grand classique du football africain lorsque la Côte d'Ivoire affronte le Cameroun. On sait qu'ils sont tenants du titre et nous sommes quintuple champions d'Afrique. Yvan, pour toi, est-ce qu'il est clair qu'on sera très loin de la configuration de la rencontre qu'on a vécue avant-hier face à l'équipe du Gabon? Oui, évidemment. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le rappeler. Déjà, on affrontera une équipe qui est tenante du titre de la compétition, donc c'est le champion sortant. On affrontera une équipe qui, en termes de passé récent, a une coupe de performance meilleure que la nôtre et participera à la prochaine Coupe du Monde, alors que ce n'est pas notre cas. On affrontera une équipe qui arrive dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup plus de certitude parce que, contrairement à nous, c'est une équipe qui n'a pas fait bouger
l'essentiel de son groupe. Ouais. C'est une équipe qui a gagné lors de son entame en matière dans la compétition, comme nous d'ailleurs face au Zimbabwe. Mais c'est surtout une équipe qui, dans l'histoire de la rivalité avec le Cameroun, va nous opposer une difficulté qui n'aura rien à voir avec ce que le Gabon nous a présenté mercredi dernier. Ouais. Et donc, tous ces éléments-là réunis font qu'en termes de niveau d'adversité, a priori, on va monter en régime face à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faudra, on va affronter une équipe beaucoup plus expérimentée qui, en termes de qualité individuelle et collective, a beaucoup plus d'arguments, peut-être même beaucoup plus d'arguments que nous à faire valoir dans cette rencontre-là. Et donc, c'est une équipe c'est un match qu'il va falloir aborder avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de qualité collective. Et donc, voilà, ça sera un cran, voire deux crans au-dessus, comparé à ce qu'on a eu face au Gabon. Alors, évidemment, le constat est adressé, ce sera un ou deux crans au-dessus par rapport à ce qu'on a eu droit comme opposition face au Gabon. Alors, toi, dans la peau de David Pagou, est-ce que tu reconduirais ce 11 entrants, ou alors ce système de jeu, restons d'abord sur le système, avec lequel on a évolué face à l'équipe du Gabon? Ben, si c'était David Pagou, déjà, je n'aurais pas le même groupe à la CAN. Donc, ceci étant, forcément, je n'aurais pas les mêmes joueurs. Après, David Pagou lui-même l'a dit à la conférence d'après-match que le 11 qui a démarré n'était pas le 11 qui avait été préparé pour démarrer cette rencontre-là. Il y a eu des forfaits de dernière minute qui, malheureusement, ont obligé le staff à revoir un petit peu sa copie. Maintenant, quels sont ces joueurs dont il parle qui auraient débuté, n'eût été des alertes sur le plan physique? On ne les a pas. Donc, on peut donc imaginer que sur la rencontre qui arrive face à la Côte d'Ivoire, ces joueurs-là, s'ils ont récupéré de leur pépin physique, feront leur entame dans ce 11-là. Maintenant, sur la configuration tactique, spatiale, j'estime que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 3-5-2 ou alors le 3-5-1 ou alors le 3-6-1, comme David Pagou l'a dit, même chez les professionnels, sont des systèmes hyper exigeants sur le plan tactique. Ça demande une certaine maturité sur le plan tactique, ça demande une certaine intelligence, un certain potentiel sur le plan de l'intelligence individuelle, mais également l'intelligence collective de l'équipe. Et aujourd'hui, j'estime que l'équipe du Cameroun ne l'a pas déjà par l'expérience qu'elle a avec ce nouveau staff-ci. Et donc, pour moi, ce serait risqué face à une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup plus de qualité individuelle et collective, de reconduire cette configuration tactique-là. Mais ça, c'est moi qui parle. Après, est-ce que c'est comme ça que David Pagou voit les choses? Je ne sais pas. On verra ce qu'il nous proposera dimanche prochain face à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il reconduira cette charnière à 3? Est-ce qu'il décidera de repartir sur autre chose? Ça, il faudra attendre pour le savoir. Mais quand on lit un petit peu entre les lignes, dans le discours qu'il a tenu avant cette rencontre-là et après cette rencontre-là, je vois mal David Pagou revoir sa copie. Il faudra probablement s'attendre à un système avec toujours 3 défenseurs. Maintenant, est-ce que les hommes seront les mêmes? Ça, on ne peut pas le savoir d'emblée. On peut le savoir d'emblée, vous l'avez clairement souligné, Yvan. Alors, j'aimerais qu'on parle encore de cette équipe de Côte d'Ivoire cette fois-ci. De cette équipe de la Côte d'Ivoire. Les éléphants, on l'a dit tout à l'heure, sont imposés lors de leur première sortie 1-0 face à l'équipe du Mozambique. But inscrit par Amad Diallo. C'est justement de lui que j'aimerais qu'on puisse parler. Est-ce que ce ne sera pas quelque part un match dans le match entre Bryan Mbeumo d'un côté et Amad Diallo de l'autre côté, lorsqu'on sait que ces deux sont des joueurs de Manchester United, et que Diallo, quand même, hier, sur ce match contre le Mozambique, a montré des choses assez intéressantes sur son flanc. Est-ce qu'il n'y aura pas un match dans le match entre les deux hommes finalement? Oui, effectivement qu'il y aura un match dans le match, parce que déjà ce seront des retrouvailles entre deux joueurs qui sont coéquipiers en club. Maintenant, de par leur statut, ils évoluent quand même dans un top club mondial qui est Manchester United. De par leur statut respectif en sélection, ce sont deux joueurs qui ont un petit peu le même profil. Amad Diallo, sur la dernière CAN, n'avait pas le statut en Côte d'Ivoire qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'équipe de Côte d'Ivoire, ça fait partie des joueurs qu'on attend. Ce qui est pareil que Bryan Mbeumo au sein de la sélection du Cameroun. Et ce sont deux joueurs qui ont été décisifs chacun de son côté avec leur équipe durant leur première sortie. Mbeumo, passeur décisif avec le Cameroun, et Amad Diallo, unique buteur de la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que les éléments sont réunis pour qu'on ait un match dans le match entre Bryan et Amad Diallo. Yvan, j'aimerais cette fois-ci qu'on évoque les joueurs de côté, notamment offensifs pour les côtés ivoiriens. Alors, c'est clair qu'il y aura un duel sur ces deux côtés, lorsqu'on sait que les Ivoiriens ont des joueurs assez déséquilibrants sur ces côtés. On a parlé tout à l'heure d'Amad Diallo. De l'autre côté, ils ont Wilfried Zaha qui était titulaire sur cet autre côté.
Et nous, comme piston, on a Tchamadeu d'un côté, c'est-à-dire à droite, et de l'autre côté, Darlin Yongwa. Tu mettrais une pièce pour qui en termes de domination dans ce duel entre nos défenseurs latéraux et les attaquants de côté ivoirien? Dans tous les cas, il y aura beaucoup plus à faire. Je pense que nos défenseurs auront beaucoup plus de boulot que cela n'a été le cas face au Gabon. Ouais. Le Gabon, quand tu parles de Wilfried Zaha, c'est un joueur qui a un profil assez hybride, qui est capable à la fois d'évoluer sur un côté, d'apporter sa percussion et sa qualité technique, également capable d'évoluer dans l'axe. Quand on parle d'Amad Diallo, on connaît sa capacité de déséquilibre, capable de s'aimer le trouble dans n'importe quelle défense, gros volume de jeu, grosse débauche d'énergie, assez remuant lorsqu'il est amené à évoluer sur le terrain. Donc je pense qu'en termes de qualité et d'adversité, ce sera un niveau ou alors un profil d'adversité différent de celui que le Gabon nous a proposé. Déjà parce que la Côte d'Ivoire a une palette assez variée en termes de profil d'attaquants, mais en termes de niveau aussi, je pense que côté Côte d'Ivoire, on a des attaquants qui sont un cran au-dessus comparé à ceux que le Gabon nous a proposé. Donc je pense que sur la seconde période face au Gabon, on a eu beaucoup d'errements défensifs. Je pense que n'eût été la maladresse des défenseurs gabonais, le score de cette rencontre-là aurait peut-être pu être différent s'ils n'avaient pas péché de maladresse ce jour-là. Il faudra pas faire les mêmes cadeaux à cette équipe ivoirienne parce que en termes d'expérience, c'est une équipe beaucoup plus expérimentée, qui sait très bien l'importance de gagner des matchs sur des détails et qui essaiera de nous punir aux moindres erreurs qu'on essaiera de leur offrir. Et donc, j'estime que sur ce match-là, on doit être beaucoup plus concentré. On doit faire le moins d'erreurs possible. Il faut s'attendre à aller au charbon parce qu'en termes de duel, ça va aller à l'impact parce que on aura en face une équipe qui aura du répondant sur le plan offensif. Mais surtout, l'élément qui va être pour moi déterminant dans cette rencontre-là, c'est la capacité physique. On a vu que l'équipe du Cameroun a eu énormément du mal à terminer ses rencontres face au Gabon. 67% de possession de balles pratiquement pour le Gabon. Peut-être parce que le Cameroun a décidé de reculer. Non, je pense pas que c'était un choix assumé du Cameroun de défendre. Je pense que physiquement, on a eu une équipe qui a eu un peu du mal et donc n'avait pas beaucoup de choix. On était obligé de reculer un petit peu. Et donc Pago a fait de la com en conférence de presse. Oui, après aussi. Parce que lui, il explique clairement que il a dit à ses garçons à la pause que voilà, on peut gagner 1-0, on n'est pas obligé de gagner 10-0, on mène 1-0 à la pause, on peut reculer, leur laisser la balle. Et donc, tu estimes que c'était de la com. Je pense que le sens du discours était beaucoup plus, le discours était plus dans le sens de ce que Pagou et son staff ont noté cette chute sur le plan physique. Je pense qu'ils ont noté que l'équipe physiquement ne pouvait plus tenir. Il y avait la sortie de Baléba aussi. Voilà, on a manqué d'impact au niveau du milieu de terrain. Donc je pense que la grosse débauche d'énergie à travers le pressing haut qu'on a imposé aux Gabonais pendant les 20-25 premières minutes, ils sont bien. Et les transitions rapides aussi. Voilà, ils se sont rendus compte que c'était énergivore et que l'équipe avait piqué un peu du nez sur le plan physique et qu'il fallait donc sur le plan de l'attitude collective proposer autre chose, peut-être reculer, resserrer les lignes pour offrir le moins d'espace à cette équipe gabonaise. Pour moi, j'estime que le plan de jeu face à la Côte d'Ivoire, on doit essayer de trouver un juste équilibre pour ne pas répéter les mêmes erreurs ou alors ne pas retomber dans les mêmes travées que ça a été le cas face au Gabon. Parce que comme je l'ai dit, j'insiste sur le facteur expérience de cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui est beaucoup plus expérimentée et donc qui en termes de gestion des temps forts et temps faibles aura beaucoup plus d'arguments, beaucoup plus de maîtrise que l'équipe gabonaise. Et donc si on leur prête de flanc, il risque de nous faire très très mal. Sangaré, Kessié, série face à côté camerounais, Carlos Baléba, Arthur Avom et Dani Namasso, avantage à qui, Yvan? Clairement. Avantage Côte d'Ivoire, parce que Kessié, Sangaré et série, techniquement, sont quand même d'accord que Kessié, c'est du haut niveau technique. Jean-Michel Seri, on connaît la technique. Et Crasso, c'est un petit peu l'entre-deux, celui qui vient un peu apporter de l'équilibre entre ces deux profils-là. Mais c'est surtout un milieu qui a l'habitude de jouer ensemble. Depuis pratiquement la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, même si Seko Fofana y était, mais il a plutôt sauté cette fois-ci. Oui, c'est ça que j'ai dit. Seko, il avait commencé la compétition. On y était en Côte d'Ivoire, mais il n'avait pas terminé la compétition. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il y avait beaucoup de turnover dans ce terrain. Ces trois joueurs
l'état de dans forme tous des les cas, joueurs. même s'ils ne commencent pas tout le temps ensemble, Ouais. ce sont trois joueurs qui ont eu l'habitude de jouer ensemble. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de nos trois milieux de terrain. d'automatisme. Voilà. Et donc en termes d'expérience, ça va être un élément à suivre de près. Quand on sait que l'expérience dans ce type de match sont des éléments qui comptent énormément. Après, qualitativement, sur le plan intrinsèque, Avom, Baleba, ce sont deux jeunes qui ont un fort potentiel, qui ont des arguments à faire valoir aussi. S'ils ont envie de se faire une histoire, l'équipe du Cameroun, c'est également dans ce type de rencontres qu'ils doivent être capables de montrer qu'ils ont grandi, ils sont jeunes, mais ils ont de l'expérience, ils ont de l'étoffe, ils ont de la qualité à revendre dans ce type de rencontres et qui sont capables d'aller gêner des expérimentés que sont Seri, Kessié et Crasso de l'autre côté. Donc je pense que la Côte d'Ivoire part avec un léger avantage lié à son expérience parce que ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Mais qui ont aussi un certain âge quand même, non, Yvan? Oui. La jeunesse et le coffre que peut avoir Baleba, c'est plus la même chose que pourrait avoir Seri. C'est pourquoi j'insiste sur le facteur expérience. Okay. Vous avez très bien vu. Et quand je parle d'expérience, c'est dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Quand vous avez des joueurs expérimentés, voilà, quand vous avez des joueurs expérimentés au niveau du milieu de terrain, un gars comme Kessié, avec l'expérience du haut niveau qu'il a, l'expérience qu'il a dans cette équipe, et en tant que capitaine aussi, il est capable de savoir à quel moment le bloc peut attaquer ou le bloc peut reculer. Les temps forts de l'équipe, les moments de l'équipe, il est capable de les gérer, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on a un milieu de terrain qui est assez jeune, quand on sait que le milieu de terrain, c'est le cœur du jeu. Ouais. C'est pas pour dire que côté Cameroun, Baleba et Avom ou Namazo n'ont pas de la qualité à offrir dans ce match-là, mais je pense que l'expérience, la Côte d'Ivoire l'aura, la qualité individuelle, notamment sur le plan technique, la jeunesse, nous aussi on l'a. Ce sera à nous de montrer que la jeunesse est capable d'exister devant l'expérience et de damer le pied en cette équipe. Il va à autre question, et là j'ai vraiment envie, comme d'habitude, que tu donnes un avis clairement tranché. La défense centrale ivoirienne, Costonou, Ivan Djika, doit-elle avoir des motifs pour de se plaindre ou alors d'être inquiète, pardon, c'est mieux, face à l'attaque camerounaise constituée de Karl Etaillon et Brian Mbeumo? Je pense que Mbeumo, on connaît la qualité individuelle du joueur. Le plus gros problème avec Mbeumo, c'est qu'il a du mal parfois à maintenir un certain niveau de performance dans la constance dans un match. Ouais. On a l'impression que son génie ne ressort que de façon épisodique, de façon plus satile dans les matchs. Si on réussit à avoir le Brian Mbeumo tout feu, tout flamme pendant tout le match. De Manchester, évidemment qu'il est capable de poser des problèmes à n'importe quelle défense. Et Taillon, je l'ai dit, de par son profil, là, il aura deux défenseurs qui sont grands, qui sont costauds en termes de gabarit. Il va falloir aller au charbon parce que ça va être extrêmement compliqué. On est capable de leur poser les problèmes, mais ce seront à nos joueurs de faire montre des qualités qui sont les leurs dans ce match-là pour pouvoir perturber cette défense centrale qui, en plus, est une défense qui évolue depuis un certain nombre de temps ensemble et donc qui a des automatismes assez huilés. Yvan, on parle de la Côte d'Ivoire, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as d'ailleurs démontré avec plusieurs arguments. C'est une équipe qui est nettement supérieure à celle du Gabon qu'on a affronté il y a de cela 2 jours du côté de ce stade dans lequel nous sommes d'ailleurs, le stade de Hadrat d'Agadir. Alors là, on aimerait savoir, en termes de plan de jeu, est-ce que le Cameroun court un risque à reconduire ce même plan de jeu ou alors, personnellement, tu as le sentiment qu'il faudrait peut-être changer quelque chose pour pouvoir effectivement rivaliser face à cette équipe de Côte d'Ivoire qui, même au ranking FIFA, est devant le Cameroun aujourd'hui? Oui, déjà, le plan de jeu dépend des forces en présence. On l'a dit, l'adversaire n'est pas le même. 4-3-3 côté ivoirien, il faut le dire, en termes de système de jeu déjà, face à comme Pagou dit lui-même, à un 3-6-1. Ouais, je pense que Pagou, en évoluant en 3-6-1, a fait le choix de mettre la densité au niveau du milieu de terrain et favoriser le jeu sur les côtés pour que les pistons puissent prendre beaucoup plus de risques sans qu'on ne soit dégarni dans notre animation défensive. Sauf que ça a marché, comme je l'ai dit, sur les 20-25 premières minutes, mais sur le reste du match, on a vu qu'on a eu du mal à évoluer dans ce système-là. Et donc, étant donné le fait que sur les 3/4 du match ou les 2/3 du match, on a été moins à l'aise dans ce système-là que sur le reste du match, est-ce que ça vaut la peine de le reconduire? Après, c'est David Pagou qui fait les choix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si il m'était amené de choisir, je ne repartirais pas forcément sur la même chose. Je repartirais sur un système beaucoup plus classique dans lequel les joueurs ont beaucoup plus de repères et dans lequel on est a priori moins exposé. Maintenant, qu'est-ce que David Pagou et son staff vont travailler pendant ces jours de préparation aussi relativement aux vidéos d'analyse qu'ils vont faire de la Côte d'Ivoire? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on attendra de voir s'ils vont reconduire déjà la même animation
tactique, les mêmes choix, les mêmes joueurs. Mais dans tous les cas, ce serait un risque, à mon sens, de repartir sur ces mêmes éléments-là, parce qu'en face, on aura une équipe qui sera beaucoup plus rodée et beaucoup plus gelée. Yvan, les gardiens de but auront certainement aussi un rôle à jouer dans cette rencontre-là. On a vu Davis Sepassi côté camerounais, Yaya Fofana de l'autre côté. On est certain que les deux équipes auront chacune peut-être peur de se lancer à l'abordage, de peur de se faire prendre dans le dos de la défense. Comment est-ce que, pour ta part, les Lions devraient aborder cette rencontre pour être le plus en sécurité possible et être à la fois dangereux offensivement pour les Ivoiriens? Je pense qu'il ne faudra pas se jeter, à l'autre auto dans le match. Face au Gabon, le plan de jeu était clair, un pressing très haut. Ça nous a souri, on a réussi à marquer. Mais aussi une projection rapide dans les récupérations basses. De la balle, ouais. Et ça nous a souri parce qu'on a réussi à marquer rapidement dans la rencontre. Et généralement, c'est la meilleure façon. Lorsque vous avez un plan de jeu, si vous réussissez à marquer tôt dans la rencontre, ça rajoute ça rajoute un plus à votre capital confiance et l'équipe rentre beaucoup mieux dans la rencontre. Si on réussit à le répéter face à la Côte d'Ivoire, ce serait le scénario idéal. Mais d'aventure, si on ne marque pas, il ne faudra pas non plus tomber dans l'euphorie ou dans la panique. Il faudra rester calme, il faudra rester, il faudra avoir, à mon sens, ce rang d'observation-là qui nous permettra de bien appréhender le plan de jeu qui sera celui de la Côte d'Ivoire et ensuite réussir à apporter une réponse tactique qui nous permettra en revanche de leur poser des problèmes. Donc pour répondre à ta question, pour moi c'est un match qu'on doit aborder avec de la prudence, mais pas de la peur. Être prudent, bien savoir analyser les failles de l'équipe. Est-ce que la prudence ne signifierait pas peut-être aussi humilité et donc faire bloc derrière pour essayer d'attendre cette équipe de Côte d'Ivoire, ou alors il faut lui rentrer dedans tout de suite? Non, je pense qu'il faudra trouver un juste milieu. Peut-être un bloc médian, parfois haut, parfois bas, mais dans tous les cas, ne pas être trop bas. Parce que jouer trop bas signifie qu'on envoie un message à l'adversaire de ce que on vient avec un petit peu de peur. Et avec Zaha voilà, et donc ça peut se retourner très vite contre nous. Je pense qu'il faudra essayer, avoir un rang d'observation sans forcément être frileux non plus. Monter cette équipe de Côte d'Ivoire qu'on arrive avec des arguments à faire valoir, qu'on va les regarder droit dans les yeux, même si on a du respect pour elle, mais ne pas non plus pécher par l'excès de confiance, parce qu'après, ça pourrait être un couteau à double tranchant qui pourrait se retourner contre nous. Yvan, tu as parlé tout à l'heure d'arguments à faire valoir, mais est-ce que le match contre le Gabon a laissé suffisamment d'arguments qu'on pourrait effectivement faire valoir face aux éléphants de Côte d'Ivoire? Si oui, lesquels sont-ils, ces arguments? Oui, je pense que les arguments sont à la fois dans les éléments qu'on a, dans les choses qu'on a bien faites et les choses qu'on n'a pas bien faites. Je vais commencer par les choses qu'on a bien faites. Et je pense que dans l'engagement, la détermination, l'implication, on a vu une équipe du Cameroun quasiment irréprochable sur toute la rencontre. Il faudra au moins répéter ça en termes d'état d'esprit et sur ce match face à la Côte d'Ivoire. En attaque, on a vu sur les 20-27 premières minutes des circuits de jeu qui ont quand même été répéter les transitions rapides en passant par les côtés, en exploitant la vitesse des pistons qui étaient sur ce match-là d'Alain Yongwa et Chama 2 sur ce match-là. Ça s'est vu. Lorsque ça a été bloqué sur le côté, on a vu que Bryan Mbeumo a été capable de repiquer dans l'axe pour être ce joueur-là qui va apporter, qui va donner le tempo à notre milieu de terrain. Et parfois aussi, ça a été Dani Namasso. Ça fait partie des éléments qui, à mon sens, pourraient être à notre avantage sur ce match face à la Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai parlé de la dimension physique. Il faudra absolument trouver un juste milieu dans l'attitude collective de l'équipe qui ne nous amène pas à piquer du nez physiquement, à donner tout dans les 30 premières minutes et à être cuit sur le restant de la rencontre, parce qu'après ça peut être un élément à notre désavantage si la Côte d'Ivoire réussit à les exploiter. La concentration, on a vu que sur la seconde période, on a pêché par beaucoup d'erreurs de concentration. On a offert beaucoup de ballons à cette équipe du Gabon qui, heureusement pour nous, ne les a pas bien exploités. Donc voilà pour moi les axes de travail, à la fois dans le sens des améliorations, mais aussi dans le sens des acquis sur lesquels il faudra travailler durant ces quelques jours qui nous séparent désormais de ce match face à la Côte d'Ivoire. Yvan, on l'a dit, et même c'est d'ailleurs tout le sens de la titraille que vous avez devant vous, amis internautes, amis qui nous suivent depuis partout dans le monde. Ce sera une autre perte de manche face à l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais il y a une sorte de vague d'euphorie au niveau de l'esprit des Camerounais désormais du fait de cette victoire acquise face à l'équipe du Gabon, une victoire qui pour certains était inattendue.
Mais j'ai envie qu'on revienne un peu là-dessus, peut-être pour sortir définitivement et se dire qu'il faut évidemment penser à faire trêve à l'euphorie parce que désormais, c'est effectivement une autre paire de manches face à une équipe de Côte d'Ivoire qui, elle, sera beaucoup plus grande au niveau de ce qu'elle peut proposer que l'équipe du Gabon. Je pense qu'il n'y a même pas de raison de verser dans l'euphorie, que ce soit dans le contenu de la rencontre. Moi, j'ai été très surpris de lire certaines personnes qui ont semblé défendre l'idée selon laquelle le Cameroun a eu un contenu très abouti dans cette rencontre-là. Moi, j'ai vu une équipe du Cameroun qui a eu une très belle attitude, vraiment en tout point de vue, sur les 20-25 premières minutes. Ça, on a été quasiment irréprochable et je pense que de l'avis de tout le monde, ce sont ces 25 premières minutes. Je le dis d'ailleurs depuis que nous faisons cette production-là, que s'il y a quelque chose à retenir en termes de positif dans ce match-là, à mon avis, c'est les 25 premières minutes de la rencontre où, en termes de contenu, il y a eu vraiment beaucoup de choses à noter côté Cameroun. Mais après, pour le reste de la rencontre, il y a eu beaucoup de largesse. J'ai noté les largesses sur le plan défensif, le manque de concentration, même au niveau de la gestion du match, la part de l'encadrement technique. J'estime qu'à un certain moment, avoir insisté à continuer à jouer avec les pistons, alors qu'on prenait des vagues côté gabonais, ça a été pour moi un très gros risque. Et je pense que c'est ce qui n'a pas favorisé le fait que les trois défenseurs centraux, à un moment, dans la rencontre, ils subissaient parce qu'ils prenaient beaucoup trop de vagues. Les pistons étant fatigués pour le dépassement de soi sur le plan offensif, la répétition des efforts. Le manque de lucidité sur le plan défensif faisait que l'axe central était acculé et à un certain moment, quand vous subissez des vagues, vous perdez en lucidité, vous n'avez plus cette justesse-là pour pouvoir faire la bonne passe, pour pouvoir avoir le bon placement. Donc, je pense que si vous regardez même les chiffres de la seconde période, je le disais tout à l'heure, le Gabon a eu plus de 65% de possession de balles sur la seconde période. En termes de présence défensive, même de termes de ballons récupérés, le Gabon a récupéré beaucoup plus. Cela signifie que même en termes d'impact physique, on avait baissé en régime et que c'est le Gabon qui avait le contrôle du jeu. Donc pour moi, étant donné tous ces éléments-là, je comprends pas que certaines personnes versent dans une certaine euphorie. Déjà, dans le contenu, il n'y avait pas de quoi être euphorique. Par rapport à la compétition, ce n'était que la première rencontre. On retient les 3 points, on a gagné, c'est bien, ça nous permet de bien rentrer dans la compétition. Et donc, logique respectée parce que le favori a gagné le non-favori. Oui. Le 57e pardon, au classement FIFA l'a remporté face au 78e. Voilà, logique donc, respectée voilà, en fait. donc pour moi, il n'y avait pas de logique à être euphorique. C'était que le début de la compétition. On a gagné 7, on a gagné dans la difficulté. J'insiste sur le mot difficulté parce que quand vous voyez comment le Cameroun a terminé cette rencontre-là, on ne peut pas dire que c'est un match qu'on a contrôlé de bout en bout. Donc pour moi, on doit redescendre un petit peu de notre piédestal et aborder cette rencontre face à la Côte d'Ivoire avec beaucoup plus d'humilité, avec moins d'effervescence et ne pas être trompé par cette victoire face à cette victoire. Yvan, peut-être dernière question pour sortir. Il y a désormais des comparaisons qui fusent de part et d'autre. David Pagou est désormais présenté comme un super génie tacticien avec ce qu'il a produit dans cette rencontre-là. Tu l'as dit, il y a eu du contenu sur les 20-25 premières minutes. Il y a eu la victoire au bout, mais on sait quand même que la comparaison qui est faite aujourd'hui avec Marc Brice, comment tu la trouves cette comparaison-là? Parce qu'effectivement, on s'était rendu compte que Marc Brice aussi, lors de son premier match, avait livré une masterclass avec un score d'ailleurs lourd de 4-2-1 face à l'équipe du Cap-Vert à Yaoundé. Est-ce que tu comprends, toi, cette comparaison entre les deux sélectionneurs, le précédent et l'actuel? Dans tous les cas, la comparaison, on ne peut pas la fuir. Étant donné que le contexte dans lequel Pagou est arrivé et tout ce qu'on connaît autour, on est obligé de faire la comparaison à un moment. Mais si vous voulez absolument que je donne mon avis sur cette comparaison-là, j'estime que Brice, sur ce qu'il avait expliqué devoir faire sur ce match, c'était le Cap-Vert, je crois, à Yaoundé, où on gagne 4 buts à 1. Il avait expliqué clairement comment est-ce qu'il avait préparé son équipe. Et on a très bien vu que sur pratiquement les 4 buts que le Cameroun avait marqués, ça avait été sur des situations qu'il avait évoquées en conférence de presse. Et donc, ça suppose qu'il y a un véritable travail tactique qui a été fait. Déjà par rapport aux forces en présence, par rapport aux difficultés que l'adversaire devait nous poser, mais surtout par rapport à nos forces. Et je pense que c'était clair que à ce niveau-là, c'était plutôt de la qualité technique, de la qualité tactique de la part de l'entraîneur. Maintenant, pour David Pagou, je pense que il est venu avec ses idées, il les a mises en place et il a gagné ce match 1-0 quand même. Voilà, non, ça, on ne peut pas lui enlever le crédit de la victoire. Il y a une victoire et il a quand même aussi du mérite dans cette victoire-là. Il est venu avec un choix. Pour moi, ici,
la rupture avec David Pagou est beaucoup plus sur le choix tactique, avec cette défense à 3. Mais je n'ai pas vu, quand j'ai regardé cette équipe du Cameroun, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a des cycles de jeu qui ont été répétés, et donc qui ont été travaillés à l'entraînement et répétés en match. Et donc, je ne peux pas conclure que ce match a été gagné sur un génie tactique. Il y a eu de l'idée de la part de David Pagou d'apporter cette variété-là sur le plan de l'animation, de la disposition spatiale dans le schéma tactique, mais je n'ai pas, au niveau de la répétition des gammes, au niveau des circuits de jeu, du comportement collectif de l'équipe, je n'ai pas eu l'impression justement qu'il y a eu un certain génie tactique. Peut-être le génie tactique transparaîtra dans les prochains matchs ou sur les prochaines semaines, mais sur ce match-là, je pense que le match s'est beaucoup plus gagné, à la détermination, à l'envie, à la négation de perdre, qu'à un génie tactique ou un coup tactique de la part de David Pagou. Et donc, en conclusion, on demande encore un revoir, en fait, pour David Pagou. Oui, bien sûr, ce n'était que la première rencontre. Je pense qu'il a aussi eu un discours qui n'est pas de nature à appeler à l'humilité. Il a fait un certain nombre de déclarations et on est obligé de le juger à l'aune des déclarations qu'il fait. Et je pense que plus on va avancer, moins il faudra qu'il fasse des déclarations et qu'il nous démontre cela sur le terrain. C'est donc sur ces mots de notre consultant Yves Akanva qu'on va se séparer de vous, amis internautes. Merci à vous d'avoir été là. On vous rappelle, le rendez-vous sera du côté de Marrakech dimanche prochain lorsqu'il sera 21h. Le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Merci beaucoup, Yvan. Merci Alain Denis et merci à nos charmants internautes qui nous ont regardés à travers le monde. Rendez-vous donc est pris pour les prochaines éditions. Des 2 seront en direct encore lorsqu'il sera exactement 19h. Ciao, ciao. Bye bye.